tribunal militaire de Conakry vient de rendre son arrêt sur l'affaire de vol d'armes survenue au camp de Samoria de Kindia. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur les articulations de ce verdict? Merci. Merci beaucoup. Nous sommes intervenus dans ce dossier puisque je n'étais pas seul. Il y avait d'autres confrères à mes côtés pour assurer la défense de 4 accusés militaires et un civil. Donc, soit au total 5 accusés poursuivis pour des faits extrêmement graves. Vol aggravé, vente et transfert illicite d'armes, complicité, blanchiment de capitaux et financement du terrorisme. Les investigations préliminaires ont été faites par la brigade des investigations de la gendarmerie, communément appelée Direction centrale des investigations judiciaires. Et suite à ces investigations, le parquet du tribunal militaire a décidé de l'ouverture d'une information pour tirer au clair les tenants et les aboutissants de ce dossier rocambolesque. Le juge d'instruction a été saisi du dossier. Des enquêtes ont été approfondies à ce niveau et au terme de l'instruction, une ordonnance de non-lieu, disons une ordonnance de renvoi, il n'y a pas eu de non-lieu, une ordonnance de renvoi a été rendue pour, comme son nom l'indique, renvoyer l'ensemble des accusés devant le tribunal criminel permanent des forces armées de Conakry. Nous avons, en tant qu'avocat de la défense, au même titre que nos confrères de la partie civile, parce que l'État a envoyé des avocats par le truchement de l'agent judiciaire de l'État dans cette procédure pour assurer la défense de ses intérêts. Et nous avons donc reçu des cédules de citation et l'audience publique a été programmée début mai. Les débats ont commencé. Nous ne nous sommes pas attardés de trop sur des questions de procédure et les débats au fond ont permis de faire passer au crible l'ensemble des faits incriminés et au terme des débats, le tribunal a provoqué les réquisitions et les plaidoiries. Les représentants donc de l'État, les parties civiles qui ont été déléguées pour représenter les intérêts de l'agence judiciaire de l'État, agissant au compte de l'État guinéen, ont présenté leur plaidoirie. Le parquet militaire a présenté ses réquisitions, la défense a plaidé. Le dossier a été mis en délibéré pour décision être rendue le 3 juillet passé, lundi passé. Effectivement, les juges ont tenu leur agenda puisque à la date indiquée, nous sommes venus dans la salle d'audience au tribunal militaire et la formation de jugement a vidé son délibéré. Les peines varient de 10 ans à 1 an. Le civil solvant
qui comparaissait comme co-accusé a été relaxé au délit non constitué. Et sur les 4 accusés qui ont été condamnés à 1 an, les peines prononcées contre 2 des 4 étaient assorties d'une mesure de 7 mois au terme de sursis. Donc 7 mois assortis de sursis sur 1 an. Les 2 autres, 10 ans pour le principal concerné, 1 an pour un autre accusé militaire, sans mesure de sursis. Le tribunal n'a pas occulté les intérêts de l'État guinéen, puisque les avocats, nos confrères de la partie civile, avaient présenté des demandes de réparation, ramenant ces demandes à leur juste valeur. Le tribunal a condamné in solidum l'ensemble des accusés au paiement en faveur de l'État de la somme de 1,5 milliard au titre, bien entendu, des réparations. Autre mesure, c'est la confiscation des armes saisies au profit de l'État guinéen. Tels sont rapidement les temps forts ayant sanctionné la délibération des juges dans ce dossier. Ok. Et le nom du général Sadiba Koulibaly, l'ancien chef de l'état-major, avait été cité dans cette affaire par un des prévenus. Nous apprenons qu'il a été blanchi. Comment les débats se sont-ils déroulés pour aboutir à la conclusion qu'il n'en était pour rien? Effectivement, tout comme vous, moi personnellement et beaucoup d'autres, en ce qui me concerne, avant d'être constitué dans ce dossier, par des débats de rue, j'avais également entendu que l'ancien chef d'état-major général des armées, le général Sadiba Koulibaly, serait impliqué dans ce dossier. De sorte que quand les contacts des accusés étaient venus au cabinet pour nous constituer, j'avais encore à l'idée quelle serait l'étendue d'une éventuelle implication de cet officier général dans ces faits. Je m'étais posé beaucoup de questions parce que je m'étais dit comment, pour ce genre de pratique, un officier général pouvait tirer les ficelles au point de mettre au premier plan des sous-officiers et des soldats. Je m'étais dit que si tel était le cas, que nous aurions, en tout cas au niveau de la défense, du pain sur la planche. Mais très malheureusement, ou très heureusement d'ailleurs, très heureusement, nous nous sommes aperçus à l'ouverture des débats que le général Sadiba Koulibaly n'était ni poursuivi ni renvoyé par le simple fait qu'il n'avait aucune connexion avec les agissements des accusés. Au niveau de la défense, puisque vous l'avez vous-même dit que un des accusés l'aurait cité comme étant impliqué dans ce dossier, c'est l'information qui était en notre possession également. Ce sont nous, les avocats de la défense, qui avions demandé avec insistance, nonobstant les réserves du parquet militaire, au tribunal d'ouvrir une parenthèse pour clarifier cet aspect. Au niveau de la défense, nous étions curieux
de savoir si effectivement le général Saliba Coulibaly avait tiré les ficelles de tous ces agissements, s'il était derrière les agissements des accusés. Au terme donc de débats menés autour d'une éventuelle participation du général Saliba, nous sommes parvenus à la conclusion que le général Saliba Coulibaly n'était ni de près ni de loin impliqué dans les faits incriminés. Cet officier supérieur est resté égal à lui-même, parce que je me serais dit personnellement que c'était le début d'une véritable déliquescence de l'appareil d'État si les débats nous avaient permis de relever que cet officier général était impliqué dans les faits. Mais la leçon à retenir sur ce point est que simplement le nom de cet officier avait fait le tour de la ville sur la base de simples informations non vérifiées et qui n'ont pas pu résister au débat du prétoire. Pour conclure mes propos sur ce point, retenez qu'à date, ni du côté des avocats de l'État, ni du côté du parquet militaire, a fortiori nous les avocats de la défense, personne, et je dis bien personne, même si vous arrivez de provoquer un débat contradictoire entre les trois parties, personne n'est parvenu à sortir même une aiguille de preuve contre le général Saliba Coulibaly. C'est ce qui a expliqué qu'il n'était ni renvoyé, ni poursuivi. Parce que simplement, un des enquêteurs qui avait certainement son agenda à lui s'était permis de poser à un des accusés la question de savoir s'il connaissait le général Saliba Coulibaly. Nous avions trouvé insensé cette question, la question consistant à demander à un militaire régulièrement enrôlé dans les forces armées s'il connaissait le chef d'état-major général des armées. L'enquêteur ne s'est pas limité à cela. Il avait également demandé si les accusés avaient bénéficié d'un quelconque concours du général Saliba Coulibaly. La réponse a été sans équivoque. Aucune assistance, aucune instruction, aucune forme d'aide. Sinon, tenez-vous bien, si il existait tant soit peu des éléments corroborant ces fausses informations, le parquet militaire aurait pris toutes ses responsabilités et le général aurait été poursuivi conformément à la procédure applicable en cas de poursuite contre un officier supérieur ou un officier général. Mais dans une certaine proportion, le parquet s'était aperçu que pour une question de sagesse, qu'il n'était même pas nécessaire de nous éterniser sur ces débats liés à une quelconque implication du général Saliba, dès lors qu'il n'existait même pas un commencement de preuve. Il est blanc dans cette affaire, pas parce que un tribunal l'a déclaré non coupable, mais parce que il n'existait aucun lien. Quelqu'un qui n'a même pas vu l'atmosphère de la salle d'audience
comment peut-on présumer son implication dans des faits qui sont poursuivis devant une formation criminelle? Retenez sans embâche que quelquefois les spéculations de la cité peuvent prendre l'allure d'une véritable atmosphère de déstabilisation de la cité. Mais en réalité, à part ce que certains avaient voulu peut-être sortir comme leur propre désidératant, nous, au niveau de la défense, tout comme les autres partis au Conseil, tout le monde est convaincu que ceux qui ont été condamnés sont ceux-là qui ont été poursuivis. Ceux qui ont été condamnés sont ceux-là qui avaient des liens avec les événements enregistrés au camp militaire de Kindia, je crois au centre des opérations de maintien de la paix. Je ne vous en dirai pas plus. Ok. Et revenant sur votre cas, maître, ça fait longtemps que vous vous étiez éloigné des prétoires des tribunaux à cause des charges dans l'administration, d'abord en tant qu'agent judiciaire de l'État et ensuite ministre de la Justice. Vous avez repris le service. Comment ça se passe la reprise? Avec fierté et honneur, c'est en quelque sorte le retour à la source, le retour au bercail. Comme dirait le célèbre écrivain Aimé Césaire dans le cahier d'un retour au pays natal. C'est vrai, à un moment, j'avais assumé des charges publiques, mais je savais que ces charges étaient temporaires et qu'in fine, un jour, que ces missions prendraient fin. On n'est pas nommé à un poste électif ou nominatif de manière permanente. C'est juste un temps puisque la logique voudrait qu'il y ait une alternance dans la gestion administrative des affaires publiques, que tous les Guinéens soient placés dans les mêmes conditions de servir la nation. À un moment donc de notre existence dans ce pays, c'est vrai, ces charges nous avaient été confiées. Suite aux événements du 5 septembre, j'ai écrit 2 semaines après à monsieur le bâtonnier de l'ordre des avocats de prendre acte de mon retour à la maison. Et vous constaterez, et c'est vérifiable, que pendant tout ce temps, je n'avais pas fermé ce cabinet. Ce cabinet a continué à exister. Ce cabinet a continué à officier. Nous savions que de toute façon, même si on nous disait mais pourquoi maintenir le cabinet pendant que, voilà, donc il fallait s'attendre à ce qui est arrivé, même si ce n'était pas prévisible, mais il fallait s'attendre à la fin de cette mission, d'une manière ou d'une autre. Ma demande donc de reprise des activités a été sanctionnée par une délibération du Conseil de l'ordre. J'ai eu l'autorisation et le feu vert du bâtonnier de reprendre mes activités. C'est ce qui fait que aujourd'hui, je ne tiens ni compte de ces statuts antérieurs, encore moins d'une quelconque option de privilège. Je continue de faire le tour des tribunaux pour assurer la défense des personnes qui continuent encore à me faire confiance. Je pense avoir réagi à ce point. Okay. Et beaucoup de choses ont été dites depuis le coup d'État du 5 septembre. Votre nom ainsi que ceux de plusieurs autres anciens dignitaires du régime ont été cités dans des affaires présumées de malversation. Comment vous avez vécu tout ça?
en tant que croyant d'abord, il fallait laisser le temps au temps. Nous sommes dans une république. Le temps est en train de clarifier beaucoup de choses. Je pense bien qu'au fur et à mesure que nous progressons, et l'horizon s'éclairera davantage. En tout cas, je pense avoir servi avec fierté la République. Je suis aujourd'hui dans mon milieu professionnel, je continuerai à agir dans le même cadre, sans a priori, parce que pour moi, la Guinée, c'est notre maison commune. Nous devons nous battre pour préserver les acquis démocratiques et de faire en sorte que la Guinée demeure un pays émergent et que l'émergence entamée par nos frères du Sénégal et d'autres pays nous inspire davantage et que l'on sorte des questions d'ego pour faire face aux défis du développement. Est-ce qu'à la lumière des enquêtes menées, l'accusation a abouti à non-lieu vous concernant? Il faut laisser tout cela à la discrétion des juges. Les juges sont les seuls habilités à se prononcer sur de telles questions. Une accusation n'est pas synonyme de condamnation. Une accusation ne signifie pas que quelqu'un est jeté en pâture. En termes ordinaires, une accusation signifie qu'il existe des soupçons autour de tel ou tel fait. Alors, laissez-nous, donnez-nous la possibilité de vérifier. Qui vérifie? C'est l'autorité judiciaire. En l'occurrence, les magistrats. Les magistrats sont indépendants. À eux de statuer sans désemparer sur les causes qui leur sont soumises et de dire au peuple, c'est notre intime conviction en termes de décision juridictionnelle par rapport à n'importe quelle situation. La Guinée ne ferait pas une exception dans ce domaine. C'est ma réaction. Ok. Et vous êtes l'un des hommes de confiance de l'ancien président Alpha Condé, aujourd'hui contraint à l'exil. Comment appréhendez-vous son sort après 10 ans passés à la tête de l'État guinéen? Je préfère ne pas ouvrir de débat sur cette question parce que je me suis réinstallé en tant qu'avocat. Je préfère évoluer sur des questions judiciaires. Le débat politique relevant d'une autre tribune devrait pouvoir se mener ailleurs. Permettez que je réponde à des questions d'ordre judiciaire, des questions d'ordre juridique, mais que je ne sois pas amené à me prononcer sur un quelconque sujet à connotation politique. Je reste avocat. Si je décide en tant que tel ou citoyen de m'investir dans un autre domaine, même par reconversion, je m'exprimerai avec aisance. Mais dans ce costume professionnel, je préfère exprimer l'opinion d'un avocat et rester, comme on le dit, dans mon coin. Je pense avoir répondu à cette question. Permettez que je ne vous en dise pas plus. Ok, sinon, en tant qu'ami, est-ce que vous êtes en contact avec lui? Si oui, comment il se porte aujourd'hui? Vous savez, le contact n'est pas forcément physique. Je ne suis pas en mesure aujourd'hui de vous dire si je suis en contact ou pas, parce que moi je suis à mon cabinet. Voilà, et
le président Alpha Condé qui se trouve ailleurs n'est pas obligé de me contacter. Quand bien même vous considérez, c'est le cas, que j'ai été un des fidèles collaborateurs, la fidélité, c'est dans l'honnêteté. Ouais. La fidélité, c'est dans la certitude de l'action. Et je pense que ça, c'est l'expression d'une règle morale. Mais à cette période, il faut laisser le temps au temps. Moi, je préfère m'occuper de mes activités. Le président Alpha Condé est mieux averti. Et je pense que les activités politiques le concernant se passent dans le cadre global des activités de son parti. Les responsables du parti sont mieux placés, voilà, pour dire aujourd'hui comment les choses se passent, voilà, du côté du président Alpha Condé. Nous arrivons au terme de cet entretien. Peut-être vous avez un dernier message à faire passer. Un message d'unité, un message de paix, un message de tolérance et un message d'acceptation de la diversité. Nous sommes des Guinéens. Personne n'a demandé ou effectué des prières pour qu'ils naissent Guinéens. Mais en réalité, nous nous sommes tous retrouvés comme tels sur la terre de nos ancêtres, ayant comme priorité le développement de ce pays. Évitons les contestations inutiles. Tournons-nous vers l'essentiel. De toute façon, sans le concours de l'ensemble des fils, sans le concours de l'ensemble des Guinéens, personne, en tout cas, aucun camp à lui seul, ne fera avancer ce pays. La Guinée ne se développera qu'avec l'unité de ses fils. Les contestations entre nous se passent à l'interne. Pour la plupart des cas, à l'extérieur, les Guinéens sont fiers de s'identifier à la patrie. Donc je rêve d'une Guinée pacifiée, unie, et une Guinée émergente qui va continuer à siéger au Conseil des Nations en tant qu'État responsable, conscient et soucieux de l'amélioration du bien-être des citoyens.